On a tous les ans le grand challenge de quasiment conclure avant Nicolas Dufour que cette journée de joureux. C'est une grosse pression pour nous. Merci d'être là. On va vous présenter avec Solène Bélier, qui s'est occupée de cette étude cette année, vous présenter la 4e édition de l'Observatoire des Green Tech françaises. Vous savez que dans le cadre du plan climat à l'innovation, on a décidé d'avoir un supplément d'âme pour les Green Tech. Et ce supplément d'âme, on veut le mesurer, parce qu'on reste des banquiers quand même à la fin. Et donc, on a décidé de mettre en place cet outil qui nous permet, nous, BPI France, mais de façon plus générale à l'ensemble de l'écosystème, de mesurer au fond si on progresse collectivement et puis où est-ce qu'il va falloir accélérer dans les années à venir. Alors, je vais laisser Solène dire en quelques mots comment est constitué ce panel. Merci. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un petit rappel du périmètre de l'étude. Donc, on appelle Green Tech toutes les entreprises innovantes qui proposent des solutions, que ce soit des innovations de procédés, de services ou de produits qui améliorent l'impact environnemental des entreprises ou des consommateurs finaux et qui contribuent à au moins un des axes de la taxonomie européenne. Donc on est vraiment sur des solutions qui ne contribuent pas uniquement à l'adaptation du changement climatique, à l'atténuation, mais aussi à la transition vers l'économie circulaire et à la protection de la biodiversité. Donc c'est la 4e année qu'on réalise cette étude. Tous les ans, on affine et on enrichit cette base de données à partir d'informations qu'on a en interne chez BPI France et également avec des partenaires externes. Et on qualifie chacune de ces entreprises en termes de levée de fonds, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'impact, de produits réalisés. Et donc, Paul, je te laisse la main pour nous présenter à quoi ressemblent ces startups. Alors, on rentre dans le dur. Donc, en fait, vous voyez qu'on a l'année dernière identifié 2900 startups autour des Green Tech. C'est un chiffre en croissance d'à peu près 200. En fait, ce chiffre, cette croissance, elle masque un premier phénomène qui est qu'il y a des nouvelles startups Green Tech qui naissent chaque année. Quelques-unes qu'on découvre aussi parce qu'il y en a qui se cachent encore, mais de moins en moins. Et puis, il y a aussi des startups qui ont fermé. Ça fait partie, malheureusement, de la réalité aussi de l'innovation. Et donc, le premier message, c'est que cet écosystème continue à se développer globalement. On voit ensuite effectivement dans quelle proportion chacune des grandes verticales sont ces green tech. Vous voyez qu'on a 3 pavés qui sont à peu près de 20% autour des nouvelles énergies, de l'industrie verte et de la protection des écosystèmes et transition environnementale. On a ensuite l'agriculture pour 13%, la mobilité pour 16%. Et puis la construction durable. Donc c'est relativement équilibré, même si évidemment il y a quelques écosystèmes un peu plus larges, mais on voit que c'est très large. On a par ailleurs, pour commencer à mesurer, j'allais dire, la puissance de cet écosystème, mis en place un nouvel indicateur, qui est un indicateur d'une certaine façon d'impact, avec le chiffre d'affaires de ces 2900 startups. C'est à peu près 5,4 milliards. C'est un début et un des enjeux, évidemment, on le voit en particulier dans cette période où les levées de fonds sont plus dures, c'est de trouver de plus en plus de business, c'est de suivre que cet écosystème de startups sont de plus en plus en contact avec l'économie réelle. Et on espère voir ce chiffre grossir. 55 000 emplois, ça fait déjà un beau groupe industriel autour de la Green Tech. Et 70% qui sont en dehors de l'Île-de-France. Et ça nous réjouit, en particulier ici à Lille, parce que ça montre toute la diversité de l'écosystème français. Et en fait, chaque année, on réalise aussi un observatoire des startups industrielles. Et on aime bien croiser les différents observatoires pour comprendre un peu mieux les différentes dynamiques. Cette année, on a un chiffre qui est assez marquant. Donc, on a 57% des green tech qui sont également des startups industrielles, donc qui ont vocation à produire vraiment en série des biens matériels. Donc, soit qui ont vocation, soit qui construisent déjà des usines et qui produisent déjà. Quand on regarde sur les 2 dernières années, on a 48 sites à l'échelle qui ont été inaugurés vraiment partout en France. Sur toutes les verticales de marché. Donc on a des usines forcément sur les batteries dont vous avez entendu parler,
On a aussi des usines sur tout ce qui est agriculture, alimentation plus durable, des usines autour de la microélectronique également, et récemment aussi pas mal d'usines qui s'ouvrent sur tout ce qui est autour de l'économie circulaire, du recyclage, du nettoyage, etc. Donc on a vraiment un vivier avec ces green tech de la réindustrialisation de la France et de solutions pour décarboner l'industrie, et vraiment partout dans le territoire. Alors ensuite, l'argent. L'argent se fait plus rare. Ce n'est pas une réalité d'ailleurs franco-française, c'est une réalité mondiale en dehors de l'IA, où il y a un effet d'enthousiasme qui est bien connu dans la tech. Mais pour le reste, on est plutôt dans une période de résilience, dans une période où les levées de fonds sont plus dures. Ce que vous voyez, c'est que les green tech ont levé 2,2 milliards l'année dernière. C'est 20% de moins que l'année dernière. Donc évidemment, c'est plus dur. Il faut mitiger ce chiffre par deux choses. La première, c'est que en fait, la grosse différence entre 23 et 24, elle est essentiellement, presque exclusivement sur les levées de plus de 100 millions d'euros. Donc, ce qui est évidemment un sujet. Mais pour le reste, l'écosystème s'est plutôt bien tenu en termes de levée de fonds en dessous de 100 millions d'euros, en termes de nombre et de volume. Et donc ça, c'est un élément de résilience. Et puis la deuxième chose, c'est que dans les périodes de crise, il faut prendre un peu de recul parce que sinon, on est un peu collé à l'événement. Et vous voyez que, au fond, 2,2 milliards, c'est presque 25% de ce que la tech a levé en France, même un peu plus que ça, un peu moins de 30%. Si on m'avait dit, pour être honnête avec vous, quand on a lancé le plan Green Tech il y a 5 ans, qu'on serait à 30% des levées de la tech française autour de ces sujets, je crois que j'aurais acheté. J'aurais acheté avec plus de 2,2 milliards, je vous l'accorde, mais on voit quand même que ce secteur est résilient. Quand on se rappelle que ça faisait 600 millions d'euros en 2019, on voit le chemin qui a été parcouru. On voit aussi le chemin qui est à parcourir. Donc 4 levées de plus de 200 millions d'euros, c'est là que c'est plus dur. C'est aussi une transformation assez profonde si on se dit les choses. Après une période d'euphorie, on voit bien que les projets, la façon dont ils sont financés, la vélocité des projets, la façon dont on va sur le marché est en train d'évoluer. On va probablement de façon plus incrémentale qu'on l'a fait un peu au début. C'est peut-être un peu l'enthousiasme des premiers temps dans une période euphorique. Et je crois que là aussi, en termes de résilience, on est en train d'apprendre des chemins de financement qui sont un peu différents entre le go-to-market qui va probablement un peu plus vite, des usines qui sont un peu plus petites pour la première, et puis des outils de financement entre le bancaire et le financement VC ou infrastructure qui est en train d'évoluer. Et puis 3 secteurs qui représentent un peu plus de 20%, la mobilité propre, la protection des écosystèmes et la transition environnementale et le verdissement de l'industrie, qui sont 3 secteurs en pointe. Alors, je vais laisser à Solène. On est en train d'aller assez vite dans nos slides parce qu'on en a à peu près 250 et on vous fait grâce de nos slides. Parce qu'on a l'intention, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, d'avoir un moment d'échange avec vous. Donc, tout ça pour vous dire qu'on se presse pour pouvoir... et donc, n'hésitez pas à réfléchir à vos questions. Ça nous évitera qu'il y ait un grand blanc qui va stresser toute la production de cet événement. Solène. Oui, alors cette année, on a fait un zoom sur les solutions d'adaptation au changement climatique. C'est un peu un segment qu'on trouve qui est un peu oublié pour l'instant. On parle beaucoup d'atténuation du changement climatique et bon, je pense que si vous avez assisté à toute cette journée, vous avez déjà dû être sensibilisé au moins sur les sujets d'adaptation, donc je ne vais pas rappeler sur l'importance du sujet. Donc on a décidé de regarder quels sont les green tech qui aujourd'hui se focalisent sur des solutions d'adaptation, donc qui vont adresser les risques et les impacts physiques du changement climatique pour essayer de comprendre et les positionner sur la chaîne de valeur. Ce qu'on constate, c'est qu'au final, il n'y a pas énormément de solutions, en tout cas qu'on a pu identifier. En France, on a trouvé une 60aine et qui se répartissent en deux segments d'activité. On a d'une part tout ce qui est en amont, donc tout ce qui va être sur la collecte des données, sur l'évaluation des risques et sur la surveillance à long terme des risques. Donc là, on a vraiment les évaluations des risques et tous les algorithmes d'évaluation de risque. On va avoir la surveillance
pour faire la lutte contre les inondations, la résilience pour les systèmes agricoles et la lutte par exemple contre les feux de forêt. Donc ça c'est vraiment une partie des solutions qui sont beaucoup des solutions numériques. Et ensuite, on a vraiment des solutions sur la prévention des risques et la récupération et la préservation des écosystèmes après l'occurrence d'un dommage. Donc là, on va avoir toutes les solutions assurantielles qui commencent à émerger. Les assureurs se rendent compte que l'impact du changement climatique commence à coûter de l'argent. Donc il y a des nouvelles solutions d'assurance qui se lancent sur le marché. Et on a aussi un certain nombre de solutions physiques qui se portent principalement sur le stress thermique, le stress hydrique et les innovations. Donc, certaines on fait parler d'elles ces dernières années sur des toits végétalisés ou des peintures pour améliorer l'isolation des bâtiments et sur tout ce qui est aussi gestion des systèmes agricoles. Il y avait 2 belles startups avec qui j'ai déjeuné, une qui fait des toitures qui récupèrent l'eau, qui permet d'éviter, et une qui permet de gérer aussi les inondations en mettant en place un système qui monte automatiquement et évite que les eaux montent dans les bâtiments, dans les zones inondables. Donc ça commence à venir. Mais c'est un peu le cri de cœur de Solène cette année de dire que malheureusement, on voit bien qu'on ne va pas arriver à rester au 1,5 et au 2. C'est un déchirement, mais on est obligé aussi de constater qu'il va falloir gérer et donc il va falloir aussi des nouvelles idées pour gérer au mieux et s'adapter à ce changement climatique tout en continuant de se battre par ailleurs, évidemment, de façon positive pour limiter les impacts. Pour conclure, nous là-dedans, on continue à être une banque engagée, en particulier sur l'innovation. 2,4 milliards de financement, c'est presque 40% de nos financements, donc on surjoue. Je vous disais que c'est la note de cœur, c'est l'investissement et le financement. 235 millions d'euros, là aussi, c'est plus de 35% de nos investissements en direct, presque 40%. Là aussi, la note de cœur, avec une grosse dimension sur les green tech industriels. 410 millions en fonds de fonds, c'est très important aussi. On investit chaque année en moyenne plutôt 600 ou 700 millions d'euros en fonds de fonds. Donc là aussi, c'est un gros investissement. Et puis beaucoup d'entreprises qui sont accompagnées par des DIAG. Et vous savez, comme pour nous, c'est un outil fondamental pour accélérer la transformation. Donc pendant que vous préparez vos questions, pour conclure, donc un écosystème qui est jeune, qui continue de grossir, plus de 50% des entreprises ont moins de 5 ans, un écosystème qui a besoin de plus en plus de capitaux, mais qui est en train de se structurer, qui commence à faire du chiffre d'affaires, qui commence à construire des usines, un écosystème qui est en mode de résilience, qui est en train d'apprendre, c'est des nouvelles technologies, des nouveaux marchés et de la réindustrialisation. Donc c'est beaucoup de fronts pour les entrepreneurs. C'est pour ça qu'on surjoue. Mais clairement, on est dans cette période où on est en train de créer des nouveaux marchés et de réapprendre ce que ça veut dire de faire de l'industrie verte. Donc c'est parfois difficile, mais vous savez que vous aurez toujours derrière nous les équipes de BPI France pour essayer de trouver le maximum de solutions pour que ça devienne une réalité économique. Voilà, on a été bien. Il nous reste 6 minutes et donc c'est à vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez à peu près parmi toutes ces startups que vous avez financées, combien d'entre elles sont rentables et combien d'entre elles sont pérennes? Est-ce que demain il n'y a pas un risque que toutes ces startups, ou au moins en grande partie d'elles, coulent et que du coup il y a beaucoup moins d'engouement autour des green tech? Alors on a un chiffre qui est le chiffre des entreprises qui effectivement couler c'est dur, mais on se comprend. Dans la période du changement climatique, il y a effectivement des sujets de... donc des entreprises qui ont disparu, on les a chiffrées de mémoire à un peu plus d'une centaine sur 2900 et on voit qu'inversement, le flux nouveau continue à être fort. Donc, ce n'est pas énorme, mais ça existe et on le suit. Ensuite, vous avez raison, c'est un sujet fondamental. Je pense que c'est encore tôt pour le dire, mais on fait tout pour souffler sur les braises. Ce qui, moi, m'a intéressé...
on peut faire une session spéciale avec le slide 222 qui est dans la présentation qu'on vous a pas mis, mais on voit que petit à petit, les levées de fonds, même si les grosses levées de fonds ne sont pas complètement là, les levées de fonds entre le seed et le Serie A ont progressé. Donc on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui arrivent à passer du seed et Serie A et que le système continue de se développer et qu'il y a des entreprises qui passent les étapes successives. C'est pour être tout à fait complet, c'est notre sujet principal. Et c'est l'importance de trouver des capitaux. Les capitaux publics, ils sont là, hein, il faut quand même le dire. La France fait en période en plus de disette des efforts considérables pour faire. Il faut qu'on trouve des capitaux privés. C'est notre enjeu collectif, c'est le rapport Draghi, c'est la mobilisation qu'on voit. On est d'accord. Et donc, il va falloir qu'on arrive à enclencher de plus en plus. Ça commence, mais il va en falloir beaucoup plus. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai une autre question. Qui est-ce qui structure aujourd'hui toutes ces entreprises qui vont commencer un peu à faire concurrence les unes par rapport aux autres? J'imagine que parmi toutes les startups, il y en a beaucoup qui évoluent sur le même marché, qui proposent probablement des solutions identiques. Est-ce que c'est vous qui cadrez un petit peu cet aspect-là, ou est-ce que vous laissez toutes les entreprises faire un peu... Donc du côté de la direction de l'innovation et même du côté de BPI France en général, on s'est doté d'un programme qui s'appelle le programme d'innovation pour verdir l'industrie. Et donc c'est vraiment très orienté industrie, mais l'objectif de BPI France, c'est d'essayer de se doter de convictions pour comprendre comment est-ce qu'on va accompagner en tant qu'acteur public vers le verdissement de notre économie de manière générale. Et donc on essaie justement conjointement avec l'ensemble des métiers de BPI France, de comprendre qu'est-ce qui se passe du côté de l'innovation, qu'est-ce qui se passe du côté du financement, pour essayer d'avoir un panorama complet et du coup d'accompagner dans un continuum les entreprises de la seed à la série A jusque derrière à passer du côté des PME. Donc on essaie de se doter de ces convictions pour pouvoir les accompagner au mieux. Après voilà, je ne sais pas si ça répond particulièrement à la question. C'est pas mal, je vais compléter. L'enjeu, c'est ce qu'il n'a pas dit complètement encore, c'est que derrière ça, il y a aussi l'offre et la demande. Ce qu'on veut, c'est faire de plus en plus de liens en l'offre et la demande. L'enjeu, c'est les financements dont on parlait, mais de très bons financements, c'est des euros de chiffre d'affaires. En fait, c'est un peu malheureux pour moi parce que, mais en réalité, on préfère que les entreprises trouvent du chiffre d'affaires que des subventions. Et donc, le travail qui est fait aussi, c'est de s'assurer qu'on a une bonne compréhension de l'offre et qu'on puisse la mettre en contact avec la demande. Après, pour finir, on n'est pas, nous non plus, des dieux vivants qui vont décider qui doit mourir et qui doit vivre. C'est pas à nous de faire ça. C'est la réalité économique qui va faire. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est le maximum, donner des opportunités de trouver des financements, donner des opportunités de trouver du chiffre d'affaires, donner de la visibilité aussi, c'est ce qui est fait aussi pour faire en sorte que les entreprises qui sont dans le même domaine puissent se parler. Et puis après, la vie fait son œuvre et on essaye de faire en sorte que ça s'accélère. Mais à la fin, je crois qu'un minimum de liberté ne nuit pas dans ce monde-là. Merci beaucoup. Merci. Vous avez cité le chiffre d'affaires qui a été généré par ces entreprises. Est-ce que vous avez d'autres mesures d'impact extra-financières par rapport à l'activité de ces entreprises sur l'année 2024 ? Est-ce que c'est un travail que vous faites de pouvoir valoriser aussi leur apport autrement ? Tonnes de CO2 sauvées, évitées, quantité de matière finie, économisée. Enfin, voilà, je pense que ce serait aussi intéressant de pouvoir les valoriser, peut-être de donner aussi une valeur économique en fait, à cet impact environnemental et social dans l'analyse qu'on fait aujourd'hui. Merci. Alors effectivement, on ne l'a pas fait dans cette année, dans cette étude. On apprend aussi progressivement, pas à pas. Le chiffre d'affaires et le nombre d'employés, c'est déjà un premier niveau de compréhension de ces nouvelles entreprises qui sont vraiment jeunes et avec une information qui n'est pas forcément facilement accessible.
Je pense que ça fait partie un peu de nos prochaines étapes, c'est de progressivement, petit à petit, mieux comprendre, mieux définir quels sont ces impacts, au-delà des impacts en termes de chiffre d'affaires, nombre d'employés dont j'ai parlé, les impacts sur le territoire aussi. Quand on croise avec les observatoires industriels, observatoires deep tech, c'est aussi pour regarder quel type de solutions sont proposées. Et pour nous, ça fait aussi partie de l'analyse de l'impact. Mais effectivement, on peut aller très certainement un cran plus loin pour identifier tous les critères un peu extra-financiers et les valoriser davantage. On va le faire. Il reste 40 secondes, donc on va essayer d'aller vite. Merci tout d'abord pour cette présentation. Et ensuite, ce qu'il en vient, c'est qu'est-ce que vous prévoyez pour 2025, notamment avec les dernières annonces, que ce soit sur le report de la CSRD ou ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Aussi, il y a l'aspect, sécurisation des investissements du capital risque par l'IA. Est-ce qu'on prévoit en fait une réduction des investissements à direction donc, des green tech, une réduction aussi de l'attrait des capital investisseurs pour ce secteur en particulier? Merci. D'abord, on vit une période où c'est difficile de faire des prévisions. Mais la réalité, c'est que ce qu'on sait, c'est que notre conviction, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, elle reste la même, parce que les enjeux restent les mêmes en dehors du brouhaha. Et donc, nous, on reste sur la ligne, parce que en fait, les enjeux sont les mêmes, l'ambition est la même, et elle est même un peu décuplée. Sur le capital risque, je pense que le capital risque n'aime pas le changement. Donc, raisonnablement, on peut se dire que 24 ne sera pas une année de rebond comme on pouvait l'espérer. Maintenant, les fondamentaux sont là, donc ça reviendra. Hein. La tech, c'est cyclique. Évidemment, on aimerait que ça aille plus vite, mais ça reviendra. Je pense que ce qu'on dit là, quand même, c'est qu'il y a des choses assez profondes d'un écosystème qui est en train de se créer, qui peut être un atout pour la France et pour l'Europe. Et donc, on va continuer de souffler sur les braises parce que, au fond, la réalité, elle a cette force de rester résiliente. Et la réalité, elle s'impose à vous, indépendamment d'un certain nombre de messages contradictoires. Et donc, nous, on pense qu'on construit quelque chose qui va, à un moment, porter sa puissance, et que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Et donc, voilà, on pense que c'est dans ces périodes-là qu'il faut être droit dans ses bottes et qu'il faut avancer. Et un peu de vent contraire, c'est là où on s'accroche un peu plus, parce qu'on pense que derrière, il y a des choses structurantes qui sont en train de se mettre en place et des opportunités. Donc voilà, vous pouvez compter sur nous. Merci.